Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est dans la partie communiquer pour la stratégie commerciale. La fois dernière, on a parlé des axes de communication et des outils de communication pour être connu, savoir que vous existez. Maintenant qu'on sait que vous existez, ce qu'il faut, c'est travailler sur ce nouvel objectif qui est être aimé. Et puis, il y aura ce dernier objectif qui est préféré. Et donc, maintenant qu'on sait que j'existe, maintenant que les gens peuvent consommer chez moi, ont cette opportunité, encore faut-il qu'ils apprécient la relation commerciale qui est en train de se construire entre eux et moi. Alors, pour ça, on va communiquer où? Ben, si dans être connu, on allait communiquer exclusivement à l'extérieur du magasin, maintenant, la relation commerciale est en train de se nouer, donc on va travailler plutôt dans les magasins, dans les manifestations commerciales et les salons, chez les clients, directement ou indirectement. C'est-à-dire vraiment dans cette notion de relation qui est en train de se construire entre nous. Et donc, par rapport à ça, évidemment, il y a tous les enjeux liés à l'intérieur de mon magasin, à comment il est structuré, comment il est spatialisé au niveau de l'atelier, des zones de vente, etc. L'ambiance qu'il va y avoir dedans, est-ce qu'elle va être une ambiance lumineuse, dans la décoration, dans le mobilier, dans la musique, ne serait-ce que le b.a.-ba, c'est-à-dire la propreté du magasin, et puis tous les supports de communication qui vont être utilisés. Alors, pour creuser un peu ça, j'ai trouvé quelques exemples qui sont parfois des bons exemples et puis parfois des mauvais exemples. Ça, c'est simplement une boulangerie, je pense que c'était en Espagne, que je trouve juste intéressant l'idée de dire, vous voyez l'atelier. Et on le voit ici dans une boulangerie, bon, l'atelier est en bas, donc ils l'ont mis sur le sol et ça a le côté sympa du sol, mais c'est typiquement ce que vous voyez dans les pizzerias ou ce qu'on a vu dans le dernier module avec l'entreprise qui faisait des donuts, c'est vous nous voyez travailler. Vous nous voyez travailler, c'est toujours le truc qui est hyper chouette parce que les gens se sentent, ils voient l'artisanat qu'il y a derrière, mais c'est aussi une arme à double tranchant parce que si vous faites mal votre travail, ben on le voit. Et moi, je me souviens d'un restaurant où on vend des burgers où on voyait le gars faire les burgers et les frites, sauf qu'on le voyait aussi piquer dans les assiettes préparées pour les clients. Ça fait très, très, très mauvais genre. Deuxième chose, il faut être cohérent dans la structuration des lieux, dans l'étiquetage des lieux. Vous ne pouvez pas avoir les toilettes pour handicapés qui sont fléchées à droite en bas de l'escalier. C'est évidemment pas possible. Ça, c'était dans un hôtel assez connu à Verviers. On parle des nouvelles technologies. On a parlé de tablettes à plusieurs reprises pour montrer votre portfolio, pour faire des commandes, etc. C'est toujours intéressant. Maintenant, n'oubliez pas qu'il faut aussi les sécuriser si jamais elles sont à disposition des clients. Donc, pensez bien, n'oubliez pas que dans la spatialisation du magasin, il y a aussi tous les aspects sécurité. Est-ce que je mets des miroirs? Est-ce que je mets des caméras? La loi caméra, est-ce que je la respecte? Si j'ai de l'outillage disponible, est-ce qu'il est protégé? Comment? Est-ce qu'il y a des alarmes? Est-ce qu'il y a une protection physique? Ce sont des enjeux qui sont en fait très importants. Bon, j'ai parlé des toilettes handicapées. Là, on est clairement dans un truc où on ne sait plus où on doit aller, homme-femme, en termes d'étiquetage. Ça paraît toujours bête quand on le voit chez les autres. Mais en fait, c'est le genre d'erreur qu'on peut commettre quand on le fait chez soi, parce qu'on l'a fait pour une raison. Si ça se fait, la raison qu'ils ont fait ici, c'est simplement nos toilettes sont mixtes, mais en fait, c'est pas compréhensible de la part du client. Alors, pour l'ambiance, les décorations, ici, j'ai trouvé quelques exemples. À nouveau, près à Madrid, je trouvais vraiment cette ambiance-ci très, très chouette, très industrielle. On garde à vue les tuyaux, le câblage, etc. Et on va même casser dans la brique pour s'en servir pour faire de l'art. Je trouvais ça très, très sympa. Ce que j'aimais bien ici dans la décoration des fleurs Monceau à Paris, c'est non pas l'achalandage qui finalement est assez classique et même un peu moche pour des fleurs. C'est pas très travaillé. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est ici les couleurs par Monceau Fleurs, où on se pose toujours la question quand on va acheter des fleurs, ouais, mais bon, quelle couleur je prends, etc. Et ici, vous avez l'explication, jaune, générosité, etc. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, je m'en fous. C'est juste que ça aide le client dans son choix, comme on en avait parlé pour le Guise avec la carte de comment je consomme. Ben, ça va aider le client dans son choix pour les couleurs de fleurs qu'il est en train d'acheter. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez tout ce qui est décoration saisonnière. Alors, c'est bien de le faire, mais il faut bien le faire. Ici, on est sur une pharmacie, place Cathédrale, qui voulait écrire Christmas, X-M-A-S, et qui à la place a interverti le A et le M, ce qui fait examen. Alors, je sais que la période de Noël, c'est aussi la période des examens pour les étudiants.
mais à mon avis, ce n'était pas l'objectif attendu de cette décoration. Et donc, faites attention, faire les choses, oui, mais les faire bien. Je ne vous mens pas, cette vidéo, c'est moi qui l'ai prise par un magasin de chaussures qui, je pense, a fermé depuis. Je reviens de la place Saint-Denis et vous avez les stocks qui sont en train d'être faits dans ce magasin de chaussures. Et donc, la camionnette est là et vas-y que je balance les boîtes de chaussures, n'importe comment, n'importe où. Alors, une de mes étudiantes m'a dit, ouais, mais on s'en fout, c'est des chaussures à 10 euros. Je vous rappelle que qui dit chaussures à 10 euros dit absolument catastrophique au niveau écologique, mais vous vous en fichez peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes d'image, aller balancer des chaussures comme ça et organiser votre logistique comme ça donne clairement pas une image de qualité à votre magasin. Et puis, il y a tous les supports de communication. Alors ça, c'est intéressant parce que, à nouveau, je reviens sur un truc que j'ai mentionné avant. Ce qui est clair pour vous n'est peut-être pas clair pour le client. C'est très important d'aller jusqu'au bout là-dessus. Et je prends ce support de communication qui est normalement, vous savez, une feuille qui est pliée en trois, recto verso, etc., qui à vue de nez est pas mal du tout. Je trouve que le traitement est pas mal. On est clairement sur un institut de beauté qui est positionné oriental avec le lettrage qui est oriental, le nom Lela El Baya qui est oriental, et d'ailleurs une des images ici aussi. Et ça, évidemment que ça ne me dérange pas du tout, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est incompréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas le magasin. Vous avez C et L. On a des prix pour C, des prix pour L. Alors, si vous avez l'habitude, peut-être que vous allez faire le lien entre des coupes courtes et des traitements de cheveux courts et des traitements de cheveux longs. Ma foi, ok, d'accord, admettons que CL, on peut le garder. Et puis, vous avez cette colonne prive qui revient avec tout à fait autre chose et d'autres prix pour CL. C'est absolument incompréhensible. Encore faut-il avoir fait le lien avec la Carta Privilège qui vous coûte 17 euros par mois. Et alors, on comprend qu'il y a des prix pour ceux qui ont la carte privilège, des prix pour ceux qui ne l'ont pas. Autrement dit, c'est quelque chose qui peut être utilisé en magasin. Si je vous explique, moi, vendeur ou moi, vendeuse, voilà les prix courts, voilà les prix longs et voilà les prix avec la carte privilège. Mais la personne qui part avec ça et qui consulte ça chez elle, elle va rien comprendre. Donc attention avec ça. C'est un peu moche, mais au moins ça fait le job de dire concrètement ce qui est disponible et à quel prix. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'Oreca et vous mettez ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des mouches coincées entre votre plastique avec les prix et la vitrine. Vous vendez de la bouffe. Et en plus, ces trucs-là, je pense que c'est dans le frigo qu'ils sont mis. Enfin, c'est pas possible d'avoir ça. Dans l'affichage de vos prix, on est chez Decathlon, on est sur une veste de ski ici, où vous avez une réduction pendant les soldes de 169%. Autrement dit, on devrait me payer 70% du prix de la veste pour que je parte avec. Bah, mettez-moi 5. Bon, j'ai pas pu le réclamer puisqu'ils ont mis le prix final par ailleurs, mais on est clairement dans quelque chose d'absolument débile en termes d'affichage de prix. À nouveau ici, nos cocktails de bière, pas très jolis dans ces fardes-là. Là, on est chez Maison Leblanc qui travaille avec des tablettes. Bah, pourquoi pas? C'est assez sympa, ça fait haut de gamme. En plus du menu, vous pouvez même voir les nouveautés avec des news, un peu le journal, etc. Bon, si vous allez au restaurant à plusieurs, je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour commencer à lire le journal sur une tablette. Mais pourquoi pas? Peut-être que ça visait les personnes qui venaient y manger toutes seules. Donc pourquoi pas travailler avec d'autres supports que simplement le papier ou le papier plastifié. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez avec le coronavirus que bah, le papier plastifié, il ne peut pas être passé de main en main, on est obligé de le jeter, etc. Qu'une tablette, on peut peut-être passer juste un petit pchit dessus et le tour est joué. Aujourd'hui, on peut y revenir. Solo pago en efectivo, only in money, bah, vous doutez bien qu'on ne paye qu'en argent, hein, mais la traduction ne se fait pas bien. Donc dès que vous travaillez dans plusieurs langues, faites attention aux traductions. Effectivo, ça veut dire en cash. Et ils ont traduit ça par argent. Évidemment qu'on ne paye qu'en argent. Donc, attention aux traductions dès que vous êtes dans plusieurs langues pour la communication. Bien entendu, attention à l'orthographe. Hein. Vous avez ici factice écrit n'importe comment à gauche. Vous avez, si on boit un shot à chaque fois qu'il y a une faute d'orthographe dans ces trois lignes, on finit bourré ici. On est sur Au Colruyt de Hans, je pense, ne se vend plus qu'en pack et non à la pièce. Enfin, c'est n'importe quoi. Ici, on a un mauvais étiquetage carrément, du comté sur du fromage qui n'en est absolument pas.
ou des artichauts violets, les pauvres, qui sont vendus au marché. Donc, évidemment que l'orthographe va avoir un impact sur l'image de marque et parfois même sur ce qu'on comprend de ce que vous vendez. Ici, on est sur carrément un mauvais étiquetage de fromage. Donc, très important, faites attention à ça. Personne, on ne vous demande pas d'être un Jedi en orthographe, mais faites-vous relire. À partir du moment où il y a quelque chose d'imprimé ou quelque chose de déposé sur un produit, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fautes. Si vous faites un TFE et qu'il y a 300 pages dans votre TFE et qu'il y a 3 fautes qui se glissent dedans, évidemment que ça arrive à tout le monde. On retrouve des fautes dans des bouquins imprimés et vendus. C'est pas grave. Mais là, vous êtes sur des trucs très courts qui ont une importance grave. Et ici, on clôture avec la première question de savoir si je peux accueillir ou veux accueillir le client dans un espace spécifique. Est-ce que vous devez vendre dans un lieu que vous allez aménager ou pas? Est-ce que vous allez être sur la route? Mais alors, à ce moment-là, votre magasin, c'est vous. Vous représentez votre magasin, votre voiture est votre magasin, votre camionnette est votre magasin. Vous devez être équipé, vous devez avoir la tablette avec tout qui est prévu, vous devez avoir les cartes de visite, vous devez tout avoir avec vous. Est-ce que vous allez vendre chez le client? Enfin voilà, comment est-ce que vous organisez? On a des opticiens qui disent, ah ben nous on irait bien vendre dans des homes ou quoi. Ok, mais vous avez quoi pour transporter vos montures? Vous avez quoi pour donner du feedback? Vous avez quoi pour expliquer aux gens que ça leur va bien? Vous avez quoi pour vendre peut-être du travail sur l'audition par ailleurs que vous pourrez revenir la semaine prochaine pour... Quel est tout le matériel que vous trimballez si vous ne vendez pas dans votre magasin? Et si vous vendez dans votre magasin, comment est-ce qu'il est organisé pour accueillir tout le monde? Les personnes à mobilité réduite, par exemple, est-ce que votre magasin est prévu pour? Ou est-ce qu'il y a 3 marches qui font que, en fait, c'est mort? Est-ce que vos toilettes sont prévues pour? Donc, est-ce que si vous avez des gens qui travaillent, qui doivent prendre des douches, est-ce que vous avez bien des douches hommes et des douches femmes? Est-ce que vous avez bien des toilettes hommes, des toilettes femmes? C'est obligatoire, la loi vous y oblige. Donc, si vous ne l'avez pas, vous respectez en fait pas la loi dans l'organisation de votre magasin. En ce qui concerne les documents distribués aux clients, on vous a parlé de carte de visite dans le dernier module qui parlait de être connu. Et je vous ai dit, la carte de visite, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un centre, dans un lieu de commerce pour se faire connaître. C'est quelque chose qu'on donne de la main à la main pour faire passer de l'information de contact. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais une carte de visite, elle doit être pensée. Ici, vous avez plusieurs choses qui ne vont pas. Par exemple, le fait que c'est hotmail.com. Moi, je trouve qu'à partir du moment où vous avez fait la démarche d'avoir un site web, vous pouvez mettre une adresse le site web. Ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, faites-le, c'est plus professionnel. Le vrai gros problème de cette carte-là, il y en a plusieurs. Passiflora, passion fleur. Bon, ok, on n'est pas en français, mais pourquoi pas? Mais on pourrait se dire que c'est un fleuriste. Ce n'est pas un fleuriste, c'est un pépiniériste. Donc son nom est mal choisi par rapport à ce qu'il fait. On a l'impression qu'on s'adresse à un fleuriste. Qui plus est, c'est fermé le lundi hors saison. La saison, à nouveau, c'est très clair pour le vendeur, c'est pas du tout clair pour le client. Moi, je ne sais pas ce que c'est une saison. Donc je ne sais pas quand il sera fermé le lundi. Ici, c'est un recto verso de carte où vous avez plein d'incohérences par rapport au recto verso. D'abord, il faut comprendre que d'un côté, c'est le département peinture et de l'autre côté, on fait que les plafonds de cloison isolation. Et donc, vous n'avez pas les mêmes contacts. Sauf qu'en fait, vous avez le même contact mail, mais vous n'avez pas les mêmes contacts téléphone, qui ne sont pas écrits de la même façon. Bref, c'est absolument très compliqué de se retrouver dans l'information qui est disponible sur cette carte de visite quand vous la recevez. Ils ont voulu condenser de l'information sur un recto verso. Elle est tellement condensée qu'on est perdu. D'accord? En plus, le choix des couleurs, si l'objectif c'est de vous l'imprimer dans la rétine, pourquoi pas, mais à part ça, c'est assez bof. Ici, vous avez une carrière grippière. À nouveau, le logo, il faut le comprendre. On dirait un peu un Pac-Man géant. G, il y a peut-être le G, le I, le P, le R. Enfin, ils ont sans doute voulu faire quelque chose, mais on s'y perd. Et encore faut-il connaître le métier des personnes qui travaillent dans les carrières pour se douter que c'est la scie qui va découper la pierre, parce que sinon, on dirait plutôt un Pac-Man. Bon, ici, outre le fait que vous avez déjà toutes et tous reçu ce genre de carte-là, il y a plein de choses à dire. D'abord, il y a des fautes d'orthographe sur cette carte. Évidemment que l'orthographe est clé. Vous avez 2 numéros de téléphone. Ils ne sont pas écrits dans le même format. Tiens, pourquoi? Mais surtout, moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est l'utilisation des images. Vous avez une image d'Audi qui a vraisemblablement été prise sur Google. Pensez bien que pour utiliser des images dans votre communication commerciale, vous devez détenir les droits à l'image si elles sont protégées. Donc, vérifiez bien que vous avez le droit d'utiliser les images que vous utilisez, c'est très important.
Bon, cette carte de Jean Grillo, elle est très jolie, mais on ne sait pas du tout ce que ce monsieur fait. Ce n'est pas détaillé dans son titre. Ce n'est pas détaillé sur la carte. Est-ce que ce monsieur est photographe? Est-ce qu'il fait des meubles de jardin? Est-ce qu'il travaille le métal? Est-ce qu'il est ferronnier? Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Donc, c'est une jolie carte, sauf qu'elle est peu utile puisqu'on n'a pas les informations nécessaires dessus. Et d'ailleurs, on n'a qu'un numéro de téléphone. Ici, on est chez Paul Mordant, on est ébéniste menuisier. Alors, pourquoi pas? Bon, déjà, c'est skynet.be, mais je ne reviens pas là-dessus. Le gros problème, c'est qu'il s'est dit, je suis pas bon, moi, dans tout ce qui est informatique, je vais faire mes cartes sur Vistaprint. On le voit au verso, il est mis, les cartes de visite sont gratuites chez Vistaprint. C'est vraiment pas très professionnel. Et en plus, le modèle de carte de visite qu'il a choisi, c'est un modèle qui fait avocat américain. On est dans un métier manuel, dans un métier artistique qui est ébénisterie, menuiserie. Vous ne pouvez pas avoir du création de mobilier et restauration de patrimoine et avoir une carte blanche qui fait avocat. Ce n'est pas du tout cohérent par rapport à votre activité. Donc, essayez d'avoir une carte de visite qui est cohérente. Bon, ici, vous avez une carte de visite qui est vachement plus cohérente puisque elle est jolie. On a à la fois le titre de la personne qui nous la donne, ce qu'elle y fait, son contact direct, et puis vous avez les contacts généraux. Donc, ça, c'est très bien. En plus, il y a un peu de blanc, et donc je fais le lien avec, bon, ça c'était, on vous a déjà parlé dans les logos des cartes du logo de TLB Management qu'on avait développé. Voici notre carte de visite où on respecte ce principe de avoir le contact direct de la personne et savoir ce qu'elle y fait. Ce qui est intéressant du fait qu'elle soit blanche, cette carte de visite, c'est qu'on peut prendre des notes dessus. Pareil, Salvatore, vous avez sa carte de visite de fiduciaire ici. Bah, vous allez me dire, elle n'est pas blanche, peut-être, mais sur l'autre côté, elle est blanche. Donc, pensez toujours bien quand vous recevez des cartes de visite, hein, à prendre des notes dessus. Voilà, la carte de visite GTLB. Prendre des notes dessus, puisque ça vous permet de savoir, tiens, je l'ai rencontré dans quel contexte, est-ce que c'était dans une foire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que les gens, une carte de visite, hein, typiquement, à quoi elle sert, ajouter la personne sur LinkedIn, ajouter la personne dans un répertoire, et puis la carte de visite, elle vole dans un tiroir, et on l'oublie. Okay, ce qui veut dire qu'au moment où on va retrouver la carte de visite, il faut qu'on puisse se rappeler dans quel cadre on l'a eu, etc. Et donc, si vous recontactez un prospect dont vous avez eu la carte de visite, mettez peut-être que il n'y avait plus assez de sandwich pour tout le monde à la foire, à l'expo, vous l'avez eu, ce qui permet au moment où vous le recontactez de dire « Ah ben, vous vous souvenez de moi, on était à l'expo, oui, ça me dit quelque chose. Si, c'est l'expo où on n'a pas pu manger à notre faim là parce qu'il n'y avait pas assez de sandwich pour tout le monde. Ah ok, je vous remets. Il y a un événement émotionnel qui vient remettre la personne dans un contexte. Et grâce à ça, vous allez pouvoir refaire de liens. Ça, ce sont toutes des cartes de visite classiques, papier. Il y a plein d'autres techniques aujourd'hui pour travailler la carte de visite, notamment le tampon, qui vous permet d'imprimer une carte de visite sur n'importe quoi. Donc, si votre positionnement il est plutôt écolo, bah, pourquoi pas travailler avec d'autres formats que la carte de visite classique et pouvoir faire une carte de visite avec n'importe quel bout de papier qui vous passe sous la main. La carte de visite créative, c'est bien, mais il faut s'en méfier aussi. Vous avez ici une Flow Yoga, mais ok, je comprends pourquoi, n'empêche que ça va vous coûter cher à produire, et puis ça va être très difficile à transporter. The Bombay Bakery, très bien de le faire imprimer sur un biscuit, pourquoi pas, mais un biscuit, ça devient mou, ça pourrit, ça se casse. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que je veux jouer? Ici, c'est très très bien comme carte de visite, ça a un format carte de crédit, donc ça c'est intéressant, et puis ça fait un outil. Maintenant, en termes de coût de production, ça va être très très cher. Donc attention à qui vous donnez cette carte de visite-là, pensez bien à tout ça. Un entraîneur professionnel qui le fait sur de l'élastique, comme pour dire, ah bah, on fait de l'exercice, on l'attire pour lire qui je suis, c'est très bien. N'empêche qu'il faut penser au truc après. Vous voyez qu'il y a son numéro en tout petit en bas. Ben, si moi je veux l'appeler demain, comment je fais pour avoir mon téléphone dans une main et l'appeler dans l'autre main? En fait, c'est une carte de visite qui est créative, sympa, mais pas du tout pratique. Pareil ici, si j'ai pas les lunettes pour lire la carte de visite, en fait, je me suis bien embêté parce que je ne la vois plus. Donc, si je perds les lunettes, je ne sais plus lire la carte. Ici, c'est une carte qui est très très bien faite de Nathalie Roberts, pardon. Sympa, mais par contre, on est hors d'un format habituel de carte. Oh, donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être transporté dans un porte-carte ou dans un portefeuille. Donc, les formats, c'est toujours chouette d'avoir des formats qui sortent de l'ordinaire, mais s'ils sortent de l'ordinaire, ils ne peuvent pas être transportés facilement et être utilisés comme les autres.
Alors, je voulais aussi vous parler de ceci. Moi, j'ai acheté ceci, Cardenti, qui est une carte où, si vous scannez le QR code, vous avez accès à toutes mes informations professionnelles que vous pouvez automatiquement ajouter à votre répertoire de téléphone. Et la carte est calculée, dépend d'une technologie NFC, Near Field Contact. Donc, si vous la mettez contre le téléphone et qu'il est déverrouillé, hop, vous avez une page avec mes informations de contact qui sortent. Pour autant que le NFC soit activé. Donc, très bien, pour autant que les personnes à qui vous l'adressez maîtrisent la technologie, soit NFC, soit avec un lecteur de QR code. Si ça commence à chercher, on ne sait pas, est-ce qu'il faut installer une application, c'est perdu, ne vous en faites pas, donnez simplement une carte papier, toujours en avoir un petit peu quand même pour les personnes qui ne sont pas des aficionados de la technologie. Donc voilà pour les cartes de visite. La carte de visite se donne de la main à la main pour donner mes informations de contact. C'est à ça que ça sert et uniquement à ça que ça sert. Les cartes de fidélité, ben, aujourd'hui, est-ce qu'on en a encore envie des cartes de fidélité? Est-ce que c'est pas plutôt fatigant d'avoir un tas de cartes de fidélité dans votre portefeuille qu'on doit chercher à chaque fois, plutôt que d'avoir soit le nom dans la base de données de la personne, vous donnez juste le nom au magasin, ça va beaucoup plus vite. La question qui se pose, c'est la question du RGPD, à creuser en fonction. Ça veut dire que si vous faites une carte de fidélité qui n'est pas quelque chose, une carte carton que les gens ont, bah, vous avez une base de données, donc vous devez avoir leur autorisation pour avoir leur nom dans la base de données. Peut-être que vous allez créer une carte de fidélité avec un code barre, pourquoi pas? Il y a plein d'applications de Feedly, non pas Feedly, des applications comme l'application Google Pay. Sur l'application Google Pay, vous pouvez avoir tous les scans des cartes de fidélité, comme celle du Carrefour, comme celle du Lunch Garden, comme celle de Deleuze, j'en passe. Et donc, vous avez sur votre application Google Pay à la fois une possibilité de payer sans contact et à la fois une possibilité de retrouver toutes vos cartes de fidélité qui sont archivées dans votre application Google. Il y a plein d'applications pour les cartes de visite. Mais pour ça, il faut offrir à votre client la possibilité de pouvoir scanner un code barre. Et puis, vous avez maintenant des cartes de fidélité qui sont transversales sur plusieurs magasins, comme Join par exemple, où vous travaillez avec une carte et un compte, et dans différents magasins, vous utilisez la même carte de fidélité qui vous donne des points, et en fonction de ces points, vous avez des réductions après un certain moment, ou des cadeaux, des cafés gratuits ou autre chose. Ça peut être pas mal aussi, parce que du coup, vous vous intégrez dans une communauté de vendeurs qui utilisent tous la même carte, et ça fait de l'émulation entre ces différents vendeurs. Et puis, je vous avais dit au dernier module que je reviendrai dessus, les documents commerciaux, devis, factures, doivent évidemment être bien foutus, et si vous les envoyez par mail, bah, la moindre des choses, c'est de mettre un objet dans l'email. Hein. Alors, je ne veux pas casser du sucre sur We4You, parce que par ailleurs, ce qu'il nous avait fait était absolument délicieux pour un devis super adapté, mais dommage de ne pas aller jusqu'au bout avec un objet dans l'email. Même si on se connaît, mais moi, dans mes emails, je dois le retrouver, votre email, avec votre offre de service. Tous ces éléments font partie de votre communication. L'intérieur du magasin, c'est de la communication. Les documents distribués aux clients, la facture, le devis, outre le fait qu'il y a des éléments légaux qui doivent figurer dessus, sinon votre facture n'est pas valable et tant pis pour vous, elle doit avoir du look, elle doit avoir une tronche qui fait qu'on a envie de travailler avec. En fait, beaucoup d'entre vous vont produire des documents, des devis, des factures, des conditions générales de vente. Et trop souvent, les magasins qui réalisent les factures, quand c'est un système de facturation récurrent, il y a moins de problèmes. Par exemple, vous allez chez un fleuriste, si vous demandez une facture, c'est compliqué. On sort un carnet, on met un cachet, on écrit quelque chose. Bon, voilà, c'est pas top, ça fait perdre du temps et c'est pas toujours complet. Malgré ce que beaucoup croient en disant ma facture elle est valable, en fait non, pas tellement, mais bon, ça fait le job pour la plupart des gens. Quand vous faites un devis, est-ce que le devis a bien les conditions générales au verso? Est-ce qu'il permet bien d'être signé? Quand il est envoyé, qu'est-ce que vous attendez en retour? Et je peux vous dire que tout ça, ça peut se retourner contre vous.
Parce que, en fait, si vous avez envoyé par mail et que vous avez mal envoyé, et que les conditions générales de vente n'ont jamais été envoyées, en fait, elles ne sont jamais censées avoir été acceptées par vous. Et donc, en cas de litige, surtout si vous êtes un particulier, ben, la loi vous protège plus. Et donc, vous allez l'avoir dans l'os en disant, ben, j'ai fait un devis, je croyais qu'on était d'accord, je pensais que. Ben, vous allez tomber sur des gens qui connaissent vachement mieux la loi que vous et qui risquent de se retourner contre vous. Donc, attention à tous ces éléments. Si vous faites un devis, il sert un but commercial, mais il sert aussi vos intérêts. Donc, essayez d'aller jusqu'au bout de la démarche. À quoi ça sert d'envoyer simplement un devis? C'est une fois que j'ai envoyé le mail, on s'est tapé dans la main et c'est bon. Donc, on va dans un monde qui est plus judiciarisé, qui est beaucoup plus procédural, où il y a beaucoup de législations qui vont s'appliquer à vous et qui peuvent, à un moment donné, se retourner contre vous. Je lisais ce matin dans la Meuse cette histoire de cet infirmier qui, parce qu'il n'avait qu'un visa provisoire sur la validation de son diplôme, se voit contraint de rembourser 5 années de chiffre d'affaires d'infirmier, soit plus d'1 200 000 euros. Et donc, on peut se dire, bah, ça fait sourire, bah, pas pour lui, parce que lui, il a vraiment été condamné. Donc, toutes ces procédures-là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça pourrait se retourner contre vous. Et j'entends trop souvent des clients qui me disent « Oui, mais dans l'industrie, on fait comme ça. Oui, mais dans le milieu, c'est comme ça. » Ok, faites comme bon vous semble jusqu'au jour où vous allez avoir un vrai gros problème. Vous pouvez avoir dans vos clients un avocat. Hein. Vous allez faire un travail chez un avocat, pourtant qui est correct, qui essaye, et puis à un moment donné, ça discute sur le prix, c'était pas conforme. Boum, vous faites le malin, le gars sort ses cartouches aussi, il dit « Ah, vous voulez jouer à ça, ben, on va aller en justice. » Vous faites quoi? Ben, rien, vous n'êtes pas payé peut-être, vous devez y passer du temps, de l'énergie, c'est pas... Donc, pensez toujours à ce qu'il y a derrière ces documents. D'accord? Et pensez toujours au logiciel que vous utilisez. Qu'est-ce qui se passe si ça déconne? Qu'est-ce que je mets en place? Je pense notamment, c'est un peu bête, mais j'avais été un jour chercher dans une friterie des frites et elle utilisait une application iPad pour gérer sa caisse. Super bien, mais c'est quoi le plan B? Parce que ce jour-là, il n'y avait plus de Wi-Fi. Et donc, bah, le logiciel, il ne se connectait plus. Bah, il n'y avait pas de plan B. La caisse s'ouvrait plus, il fallait le faire à la mano. Ils avaient improvisé de payer et de faire les calculs comme ça. Il n'y avait plus de tickets, la boîte noire n'était plus alimentée. Enfin bref, il faut aller jusqu'au bout du trip. Quand on met en place un logiciel, une caisse, parce que ça peut poser des problèmes. Ce n'est pas des choses anodines. À nouveau, je fais encore une parenthèse là-dessus. Quand vous avez des tickets de caisse, parce qu'on peut payer chez vous avec Bancontact, ben, le ticket de caisse aussi a un look, peut avoir un look en tout cas. Ouais. Est-ce que vous l'avez programmé, est-ce que vous ne l'avez pas programmé? Ce ticket de caisse, qu'en advient-il? Est-ce qu'il peut servir de facture, par exemple? Est-ce que c'est... Vous devez un petit peu vous en inquiéter. Je donne l'exemple d'un restaurant que j'ai comme client. Le point noir dans lequel ils perdent le plus de temps, c'est la caisse. C'est la caisse parce que, et là je m'éloigne un petit peu de la matière marketing, commerciale, dites-vous aussi, il y a un lien quand même avec le marketing, que tout ce que vous allez produire peut être utilisé par d'autres personnes que vous. Vous avez un employé, vous avez un apprenti. Est-ce que tous les codes sont bien maîtrisés de tout ce que vous allez produire? Et ça, c'est assez important. D'accord? Voilà, je referme la parenthèse, sinon on pourra en parler des heures. Faites attention aux éléments de communication avec votre client que vous utilisez. Au niveau des ressources, on a sélectionné 4-5 ressources. Simplement pour vous dire, attention au vol. Tout un article sur plutôt l'organisation par rapport à vraiment l'organisation de votre magasin et les points d'attention pour essayer de le sécuriser au maximum. Tout élément du magasin est clé pour l'expérience client. Ça, c'est un article sur les toilettes. Ça paraît débile, les toilettes, mais Total a fait une grande étude, hein, donc les pompes à essence Total, fait une grande étude sur l'importance des toilettes. En fait, ils se sont rendus compte que sur les autoroutes,
les gens s'arrêtaient dans les stations-service en fonction de là où ils se sentaient en sécurité. Et dans beaucoup de stations-service et beaucoup d'aires d'autoroute, on ne se sentait pas en sécurité. Et donc, on ne voulait pas s'y arrêter. Et ils ont vu dans leur étude que le sentiment de sécurité dans les toilettes, dans l'aire d'autoroute était lié à la propreté et à l'éclairage des toilettes. Et donc, Total a été le premier à vraiment remettre en avant le travail sur le redesign, l'éclairage et la propreté de ces toilettes pour améliorer le sentiment de sécurité sur les aires d'autoroute et donc améliorer la fidélisation des gens et le fait que les gens viennent consommer chez eux sur les aires d'autoroute. Et puis, ça, je l'ai fait suite à une demande d'un client. Comment diffuser de la musique dans les règles? Parce que j'ai un client qui m'a demandé, mais est-ce que tu penses que entre les différentes chansons qu'on passe, on pourrait à un moment passer des petits messages commerciaux, ah voilà, promotion sur tel objet, ou n'oubliez pas de venir faire ceci au magasin. Entre les différentes chansons, ben, je dis, je sais pas, tu utilises quel programme? Ah ben, on utilise Spotify. Ce qui est malin a priori, puisque Spotify, vous pouvez faire des playlists, vous pouvez choisir des playlists préfaites, vous pouvez passer de la musique thématique, etc. Sauf qu'en fait, Spotify, c'est interdit de l'utiliser dans un magasin à des fins commerciales. Donc, normalement, donc la réponse à sa question, c'est non, je ne peux pas faire passer des messages commerciaux entre des playlists Spotify, puisque tu n'as pas le droit d'utiliser tes playlists Spotify en fait dans ton magasin. Donc, il y a une vraie réflexion, si vous voulez vraiment diffuser de la musique dans les règles, à suivre. Et ça, c'est un article qui peut vous aider à aller plus loin dans cette réflexion. Voilà pour la fin de ce module où on a parlé de communiquer et comment communiquer pour être aimé. Dans le prochain module, on vous parlera de comment communiquer pour être préféré.